Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un discours d'1h30 sans vote de confiance à la fin. Elisabeth Borne savait que ce grand oral donnerait en quelque sorte le là de son action future à la tête du gouvernement. Intervention maîtrisée sans fausse note devant une assemblée parfois dissipée. Arthur Delaborde, la première ministre a déroulé son programme avec plusieurs appels du pied à l'opposition. Oui, devant un hémicycle parfois agité, Elisabeth Borne ne s'est pas laissée déstabiliser, appelant d'abord à bâtir des compromis avec les oppositions pour, dit-elle, que majorité relative ne signifie pas action relative. Cette nouvelle méthode sera expérimentée pour répondre au premier défi posé par la chef du gouvernement, l'urgence du pouvoir d'achat. Elisabeth Borne s'est ensuite attaquée à un sujet beaucoup plus clivant, la réforme ultra sensible des retraites. Oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps. Autre sujet brûlant, l'urgence climatique. Et là, Elisabeth Borne n'a pas hésité à reprendre à son compte le concept de radicalité. Nous engagerons des transformations radicales dans notre manière de produire, de nous loger, de nous déplacer, de consommer. Beaucoup de promesses donc déjà formulées par Emmanuel Macron sur les différents dossiers, à l'image de ce slogan martelé par l'ancienne préfète, pas de hausse d'impôts. Nous devons cesser de croire qu'à chaque défi, la solution est une taxe, pas de hausse d'impôts. Elisabeth Borne qui a donc pris soin d'envoyer des clins d'œil à gauche comme à droite, car faut-il le rappeler, elle aura besoin des oppositions pour mettre en œuvre sa politique, ce qui à ce stade est loin d'être gagné. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Des compromis, oui, mais pas avec tout le monde. Elisabeth Borne l'a redit hier soir aux 20h de TF1. Impossible de composer avec la France Insoumise et le Rassemblement National. Le RN, comme la France Insoumise d'ailleurs, se montre très critique vis-à-vis d'Elisabeth Borne. On a quand même cru à une inflexion du côté de Marine Le Pen. La chef de file du Rassemblement National à l'Assemblée s'est adressée à la Première ministre hier, mais c'était pour mieux fixer les conditions de son soutien. Sur les principes qui sont les nôtres, vous nous trouverez toujours fermes. Selon l'attitude du gouvernement, résolu soit à nous opposer si les mesures vont dans le mauvais sens, soit à trouver des voies de passage dès lors qu'ils en sont pris en compte. Merci de conclure. Cela signifie, la prise en considération de nos priorités, de nos motions et de nos amendements. Il appartient donc au gouvernement de décider du blocage ou du fonctionnement institutionnel. Marine Le Pen ira à l'Assemblée à l'issue du discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Alors parmi les annonces importantes hier d'Elisabeth Borne, EDF qui va redevenir entière propriété de l'État. Bonjour Carole Ferry. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Chef du service économie d'Europe 1, question simple. Pourquoi l'État veut-il redevenir seul et unique propriétaire d'EDF ? Tout simplement pour reprendre totalement la main. Aujourd'hui, EDF est très endetté à 60 milliards d'euros, creusé encore par le plafonnement des prix de l'électricité. Une situation qui ne rassure pas du tout les marchés qui prêtent actuellement à des taux très élevés à EDF. Cette montée au capital peut donc être un gage de confiance qui permettra d'obtenir des taux plus avantageux pour investir dans le programme nucléaire annoncé par Emmanuel Macron jusqu'à 14 EPR d'ici 2050 et la rénovation des centrales existantes. Et puis, par ailleurs, avoir totalement la main, c'est éviter de devoir rendre des comptes aux actionnaires minoritaires qui peuvent par exemple réclamer des garanties sur la rentabilité des projets à venir. Racheter la part de ces actionnaires minoritaires devrait coûter environ 5 milliards d'euros à l'État. Carole, on a l'impression que les événements se précipitent puisque l'on apprend que l'actuel PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, serait sur le départ. Je vous confirme que son départ est même déjà prévu. Alors Jean-Bernard Lévy n'a pas démérité, mais les relations avec l'État actionnaire se sont beaucoup tendues depuis la guerre en Ukraine. Le gouvernement n'a pas du tout apprécié qu'il envoie par exemple un courrier au syndicat pour dire qu'il était contre le mécanisme organisé par le gouvernement sur le plafonnement des tarifs de l'électricité. Ça ne s'est pas arrangé quand il a déposé un recours gracieux pour demander l'annulation de cette décision. Alors forcément, là, c'est compliqué de porter le futur projet de l'État actionnaire. Alors, est-ce que l'on sait qui pourrait le remplacer? Peu de chances que ce soit une star du CAC 40. Vous savez que le salaire à EDF a été plafonné à 450 000 euros par an. Ça ne séduit pas forcément dans le privé. Selon nos informations, il y a un nom qui circule dans le monde de l'énergie, celui de Pierre-Franck Chevet, l'ancien patron de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Mais vous savez, en Macronie, les pronostics sont toujours risqués. Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1. Alors EDF qui reviendrait entièrement dans le giron de l'État, la succession de Jean-Bernard Lévy, mais aussi le projet de loi anti-inflation qui arrive cet après-midi en Conseil des ministres. Autant de sujets que l'on abordera à 8h13 sur Europe 1 avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire et l'invité de Sonia Mabrouk. Il est 7h05 sur Europe 1. Direction maintenant le Royaume-Uni où l'on s'interroge sur l'avenir de Boris Johnson au poste de Premier ministre. Plus que jamais isolé et désormais lâché par ses propres troupes, les démissions de ministres et de secrétaires d'État se succèdent. Une quarantaine de membres du gouvernement ont claqué la porte. Boris Johnson confronté à la fronde et à des appels à la démission en provenance de son propre camp. C'est le cas du député conservateur Dominique Grieve. C'est une situation sans précédent. Normalement,
les règles du jeu parlementaire de la politique britannique veut dire que quand le moment arrive qu'un Premier ministre perd l'appui de ses ministres et l'appui de son parti s'évapore, il démissionne, il part honorablement. Mais ce qui est évident, et ça indique quelque chose de très inquiétant dans la personnalité du Premier ministre, c'est qu'il semble résister, insister qu'il va rester. C'est incroyable, mais ça ne me surprend pas du tout parce que l'ayant vu comme parlementaire et comme collègue, je me suis rendu compte assez tôt que c'est un individu qui ne respecte pas du tout les normes, les conventions de la politique que nous avons dans notre pays. Il fait ce qu'il veut. C'est une conduite insensée. L'histoire va écrire de lui des choses très dures. Le député conservateur Dominique Grieve avec Anaïs Cordoba. Vous aurez noté le français parfait de Dominique Grieve. À la SNCF maintenant, les salariés obtiennent en partie satisfaction sur la question des salaires après une grève qui aura duré 24 heures. La direction accorde 1,4% d'augmentation générale, hausse de 4% des indemnités pour le travail de nuit, le dimanche, les jours de fête et d'astreinte. Les syndicats saluent des avancées. Le Tour de France maintenant, l'étape la plus longue de la grande boucle aujourd'hui, près de 220 km à parcourir. 219 km, 900 pour être très précis, à peine le temps de se remettre de celle d'hier et de ses 11 secteurs pavés. Wout van Aert est toujours le maillot jaune, mais le double vainqueur Tadej Pogačar est en embuscade au général. Le Tour partira de Binche en Belgique, un choix qui n'est pas totalement dû au hasard. Axel May. Binche, surtout connu pour son carnaval depuis le XIVe siècle, a su se faire une place sur la carte du cyclisme. Il y a 3 ans, la ville, toute proche de la frontière française, avait déjà accueilli une étape de la Grande Boucle. Jean-François Bourlard dirige l'une des 4 équipes belges engagées sur le Tour, la formation Intermarché Wanty-Gobert, dont le siège social se trouve justement à Binche. Vous savez que la ville de Binche avait quand même bien réussi sa première participation au Tour. On avait relevé presque 100 000 personnes sur un départ finalement d'une 3e ou 4e étape d'un grand Tour. Et je pense que ça a tapé dans l'œil quand même des organisateurs et qui sont contents d'y revenir cette année. Après un grand départ du Danemark, le Tour fait donc une nouvelle escale hors du territoire hexagonal. Le peloton parcourra 70 km en Wallonie avant de repasser la frontière, et ce n'est pas pour déplaire au Jurassien Alexis Vuillermo. Oui, il y a presque même plus de ferveur généralement dans les pays frontaliers parce qu'on voit qu'ils attendent vraiment le Tour de France. Et moi je trouve ça plutôt plaisant de voir que le Tour de France, c'est vrai que c'est une course autant suivie à l'étranger qu'en France. Le Tour décidément très international cette année puisque samedi il arrivera à Lausanne et dimanche repartira d'une autre ville suisse, Aigle. Axel May, arrivé de cette 6e étape prévue à Longwy en Meurthe-et-Moselle.